Le premier tour de la présidentielle 2020 au Togo aura lieu le 22 février prochain et dans plusieurs états-majors politiques, ça bouge déjà. On enregistre au moins près d'une vingtaine de candidatures. Beaucoup d'autres s'élèvent pour évoquer les conditions justement d'organisation de ce scrutin. Les conditions, c'est ce dont on va parler. Les conditions sont-elles réunies pour des élections justes en 2020? Nous posons la question à un candidat déclaré à ce scrutin, Diri Komandega Tama, président du Nouvel Engagement Togolais. Monsieur Tama, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau, vous savez bien. Vous êtes l'un des tout premiers candidats déclarés à la présidentielle 2020. Aujourd'hui, on est à moins de 2 mois de ce scrutin. Au niveau de vous, de votre candidature, de votre état-major politique, comment se déroulent les préparatifs? Écoutez, d'abord, je salue les fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de votre chaîne internationale. Je crois que les préparatifs se déroulent à la mesure des ressources du parti politique. Mais comme vous le savez, nous avons été, comme vous l'avez si bien dit, le premier parti, le premier candidat déclaré, parce que nous savons quand même que nous avons des ressources qui sont plutôt limitées. Et par conséquent, il faut prendre sur le temps pour faire ce qu'on appelle souvent une pré-campagne. C'est ce que nous faisons. Nous avons commencé cette pré-campagne-là depuis août 2019. Nous sommes toujours là. On a, bien entendu, par respect aux fêtes de fin d'année suspendues, pour pouvoir permettre à tous les militants d'être en famille. Mais dès le 1er janvier, on va poursuivre. Même si, en réalité, le candidat que je suis, en permanence, je reste quand même en pré-campagne, quel que soit l'endroit où je suis. Mais pour résumer, ça se passe plutôt bien. On est au taquet, on est sur le terrain et on s'organise. Alors, ça sera votre deuxième élection présidentielle. La première, c'était en 2015 et le score, ça tournait autour d'1, et quelques. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des raisons de penser que ça s'annonce sous de bons auspices? Écoutez, vous savez, nous sommes, depuis le 14 avril, nous sommes ancrés entièrement dans le centrisme. Et l'un des éléments de l'idéologie qui est le centrisme, c'est d'abord le pragmatisme. En 2015, nous avions à cœur de faire connaître notre parti. Et il n'y a pas mieux qu'une élection présidentielle pour mieux faire connaître un parti. Et nous avons, Dieu merci, même si les 1,6 que nous avons eu ne sont pas extraordinaires, mais au moins, en comparaison à d'autres candidats qui, entre-temps, ont fait la pluie au beau temps, qui souvent sont retrouvés avec des scores en bas de 1%. Nous n'avons pas été ridicules, nous n'avons pas été derniers. Mais il n'en reste pas que moi qu'il y a 2 situations qui sont nouvelles cette année. La première, c'est que depuis le 8 mai 2019, il y a une réforme majeure qui s'est opérée à l'Assemblée nationale qui autorise aujourd'hui les élections à 2 tours. Les élections à 2 tours, ça veut dire que plus vous avez de candidats au premier tour, plus ces candidats vont ratisser pour empêcher le parti au pouvoir de passer au premier tour, dès le premier tour, comme c'est autrefois. Autrefois, de toute façon, il n'y a pas de premier tour, deuxième tour. C'est un coup KO. Même si le parti au pouvoir avait 49%, 48%, ben, il passait. Donc, du coup, avec l'existence des élections à 2 tours, ça permet à tous les partis, à des jeunes partis comme nous, d'espérer tirer son épingle du jeu en faisant quoi? Hypothèse numéro 1, on peut créer la surprise. À notre congrès, nous avons dit, nous visons un suffrage de 15%. Je vous expliquerai d'où on a quitté pour aller à 15%. Donc, hypothèse numéro 1, avec 15%, on peut se retrouver au deuxième tour. Pensez à la Guinée. Monsieur Condé était à 15%. Au premier tour, il s'est retrouvé à deuxième tour, il a gagné. Parce qu'au deuxième tour, toutes les forces de l'opposition, qu'elles le veuillent ou non, finissent par se coaliser pour appuyer celui qui passe au deuxième tour. Hypothèse numéro 2, nous ne passons pas au deuxième tour, mais il y a notre parti politique qui passe au deuxième tour. En ce moment-là, nous négocions avec le parti de l'opposition qui passe au deuxième tour pour organiser les conditions d'alternance. Nous, notre conviction, c'est que au Togo, pour les élections 2020, il y a d'alternance que s'il y a un deuxième tour. Le premier tour, c'est vraiment la mise en jambe. C'est uniquement au deuxième tour qu'on peut espérer d'alternance. Donc voilà le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous avons fait des élections locales le 30 juin dernier, où le taux de participation était uniquement de 50%. Ça veut dire qu'au-delà du score, on va dire stalinien, que le parti au pouvoir a pu faire, les 50% sont une réserve de voix. Et cette réserve de voix-là, on peut penser logiquement que c'est une réserve de voix qui revient à l'opposition. Si vous considérez que l'ensemble de l'opposition se retrouve autour de 20-25% lors des élections locales, ben si vous allez même piser ne serait-ce que 35% dans les 50%, vous avez autour de 55%, ce qui permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'espérer un deuxième tour. Donc c'est les 2 éléments qui nous
permettent de penser qu'aujourd'hui, que nous pouvons jouer et tirer notre épingle du jeu de cette élection. Maintenant, pourquoi nous parlons de 15%? Oui. Nous avons quitté 1% en 2015. Nous sommes rentrés en 2018 à l'Assemblée nationale avec 3 députés. Mais les gens, les mauvaises langues, comme on le dit, on dit ben, c'est parce que certaines personnes ne sont pas venues. Oui. Nous sommes allés aux élections locales. Nous avons été en présence de tout le monde. Et nous avons pu réussir à avoir un taux de 3% avec tout le monde. Donc nous pensons que en restant sur notre lignée, sachant que sur les 3%, nous n'étions présents que dans un tiers des circonscriptions. Ouais. Donc faisons du syllogisme, tout simplement, nous visons entre 10 et 15% si nous présentons sur l'ensemble des circonscriptions et si nous arrivons à charmer le peuple togolais avec notre discours qui reste pragmatiste, humain et progressiste. Alors justement, ce discours, moi, il m'intéresse. Est-ce qu'aujourd'hui, le nouvel engagement togolais a un discours nouveau? Le nouvel engagement togolais a un discours de la nouvelle génération. Nous disons, vous savez, à chaque génération doit correspondre un certain nombre de présidents. Nous, notre génération n'a connu qu'un seul président. Il est temps que cette génération connaisse un nouveau président. Et le discours du net a ceci dit qu'il est cohérent. Depuis 2017, toutes nos prévisions, tout ce que nous avions toujours dit, écoutez les gars, faisons ça, ça a toujours tenu. Donc, représenter cette nouvelle génération et avoir un discours cohérent, un discours de terrain, un discours qui prend en compte les réalités. Le troisième élément, c'est qu'aujourd'hui, quand on prend les partis qui sont sur le terrain, nous sommes le parti qui est le plus sur le terrain parce que nous sommes pragmatiques, nous voulons être sur le terrain. Donc, quand vous prenez le fait que nous voulons représenter cette nouvelle génération-là, nous sommes jeunes, nous avons quand même de l'expérience. Aujourd'hui, nous sommes à l'Assemblée, nous dirigeons un groupe parlementaire à l'Assemblée. À l'Assemblée, quand le moment viendra, nous dirons comment nous avons contribué à révolutionner des choses à l'Assemblée. Nous avons un certain nombre de communes que nous gérons aujourd'hui en compagnie d'autres forces politiques. Nous avons pu, lors des élections locales, avec 33 conseillers, pu se présenter comme l'une des 3 meilleures forces politiques du pays. Donc oui, nous pensons que nous représentons l'avenir du pays. Et c'est ensemble avec tous les jeunes qui nous écoutent, toutes les personnes qui ont envie d'avoir un président de cette génération-là, que nous allons pouvoir faire quelque chose. En même temps, Jerry Tamaï, est-ce que vous n'avez pas un handicap, c'est-à-dire beaucoup vous présentent vous-même, votre parti politique comme étant un parti charnière, un parti béquille du parti au pouvoir. Est-ce que ce discours n'est pas un obstacle pour vous? Non du tout. Ben d'abord, je retiens quand même qu'une béquille, c'est quelque chose qui empêche une moto. Souvent, c'est un engin à 2 roues de tomber. Donc, vous nous donnez beaucoup d'importance. Si c'est grâce à nous que le parti uni ne tombe pas, ce serait énormément, nous donnons beaucoup d'importance. Non. Vous savez, dans notre pays, quasiment, si vous prenez toutes les formations politiques, peut-être ça, le parti peut-être qui n'a jamais eu ça, c'est peut-être le PNP, à la limite. Mais sinon, tous les autres pays ont un moment, partis ont un moment ou un autre été passé pour un parti de béquille du pouvoir. Pourquoi? Dès que vous ne criez pas 50 ans c'est trop, non, 4e mandat, on vous dit non, vous êtes un parti de béquille au pouvoir. Dès que vous reconnaissez, et nous, ça ne nous gêne pas. Pourquoi est-ce que si le parti au pouvoir fait quelque chose de bon, nous ne les félicitons pas pour qu'eux aussi, quand on sera au pouvoir, ça va arriver, Inch'Allah, ils nous félicitent. Si nos camarades de certaines formations de l'opposition font des choses et que nous trouvons que non, ça ne sert pas la cause de l'ensemble de l'opposition, pourquoi on n'en dirait pas? Nous, on a toujours déploré que depuis, maintenant, de cela 4 mois plus tôt, que beaucoup de formations politiques, beaucoup de candidats sont déclarés, mais on ne les voit pas sur le terrain. Si nous n'arrivons pas à occuper le terrain, le deuxième tour n'aura pas lieu. Donc, quand par exemple, nous trouvons que c'est dommage qu'il n'y ait pas une razzia des partis de l'opposition sur le terrain, pour pouvoir amener les gens à comprendre que l'heure est arrivée de l'alternance. Quand nous le disons, on dit vous êtes parti de pouvoir. Nous, personnellement, quand on regarde, comme je l'ai dit tout à l'heure, 1,6 en 2015, 3 députés à l'Assemblée nationale, un groupe parlementaire, et aujourd'hui 33 conseillers, dont 3 maires adjoints, nous pensons quand même que nous sommes sur une progression. Et cette progression-là, ça veut dire que les Togolais qui nous écoutent aujourd'hui comprennent que nous représentons un peu l'avenir. Nous avons certes, et ça ne nous gêne pas, de reconnaître que nous avons des moyens très limités. Contrairement à d'autres formations, nous avons un moyen très limité. Mais au-delà, quand on regarde comment nous progressons, si vous imaginez, lors des élections locales, nous avons eu des conseils sur l'ensemble du pays, du territoire. De Pendjal à l'extrême nord, jusqu'à Lomé ici. Donc ça veut dire que nous avons aujourd'hui un discours qui plaît au plus grand nombre. Nous ne sommes pas pressés parce que nous avons la jeunesse avec nous. On va avoir beaucoup de personnes à l'usure, il n'y a pas de problème. Mais voilà, nous pensons que aujourd'hui, plus qu'hier, nous avons un discours qui plaît aux gens et c'est ça qui fait que beaucoup de jeunes viennent rentrer dans le parti, y compris même les vieux aussi d'ailleurs. Alors, Jerry Tamaï, ce scrutin auquel vous êtes candidat, est-ce que les conditions vous satisfont? Moi, j'écoutais encore aujourd'hui l'un de ces personnages qui a fait la pluie et le beau temps en 2012, je veux parler de Maître Zeus Sajavon,
qui décriait une élection non transparente qui va ressembler à toutes celles qu'on a connues. Vous savez, il y a de cela quelques mois, on a été dans une situation de modifier le code électoral. Et nous, à l'époque, nous faisions une fusion complète de la code électorale. Qu'est-ce que le parti au pouvoir nous a répondu? Ce code électoral a été consensuellement adopté par les partis de l'opposition de l'école. Et nous n'avons pas envie de toucher à cela pour que les gens nous ressortent l'argument du consensus. Le code électoral que nous avons aujourd'hui, il a été donc de façon consensuelle modifié en 2012 et en 2013. Donc c'est la plus grande difficulté. C'est-à-dire qu'une bonne partie de ceux qui contestent le code électoral aujourd'hui sont ceux qui l'ont mis en place et qui ont participé aux élections de 2013, 2015 et 2019. Donc, moi, sur le fond, je ne pense pas que notre code électoral soit ce qui est difficile. Sur papier, c'est bien. Mais ensuite, après, c'est son application. Mais, disons-nous la vérité, monsieur Samuel, ce qui rend les consultations électorales difficiles au Togo, mais c'est le problème d'argent. Là où le type, moi, là, opposant, là, je mets 1000 francs en face, on me dit, ils mettent 10 000. Là où je mets 10 000, en face, ils mettent 100 000. Si je fais l'effort et je mets 100 000, ça va les énerver, ils vont mettre 10 millions. Mais c'est ça la réalité. Eh bien, on n'a pas de ressources. Nous n'avons pas de ressources. L'opposition togolaise est pauvre. J'ai fait partie de plusieurs regroupements politiques et politiques. Nous sommes pauvres. Mais si on s'en tient à ce que vous dites, dans 50 ans, ça ne changera pas. Il faudrait peut-être que les citoyens se disent qu'il faut prendre leurs responsabilités. Soit on considère que les élections sont le moyen de dévolution de pouvoir d'alternance. Et il faut que donc les populations décident d'accompagner les partis politiques. Je me souviens en 2015, il y a une formation politique, je ne vais pas donner son nom, qui s'était dit qu'elle va faire participer la population en faisant cotiser 500 francs par personne. Ils avaient calculé que s'il y a 1 million de personnes qui cotisent en France, ça fait combien? Ça fait 800 et quelques millions à l'époque. Voilà. Et finalement, l'argent qu'ils ont récolté sur le terrain ne suffisait même pas à payer les jeunes filles et jeunes garçons qu'ils ont pris pour aller faire la collecte. Donc, il est important qu'au moment que le peuple togolais, que ce soit les gars de ceux de l'intérieur du pays ou de la diaspora, comprennent qu'il faut mettre des ressources financières. Dans un pays où on a autour de 50% de taux de pauvreté, il faut des ressources. Et remarquez que même dans les grands pays, les États-Unis, la France et tout ça, il faut beaucoup d'argent pour faire une campagne présidentielle. Donc, c'est pas une question que les Togolais seraient plus versatiles ou quoi que ce soit. Mais dans beaucoup de pays qui sont des pays développés, il faut énormément d'argent. Et Trump ne serait pas aujourd'hui le président des États-Unis s'il n'a pas mis sa puissance financière au profit de sa campagne. Mais donc, quand vous arrivez au Togo, d'abord, c'est le premier problème, on n'a pas l'argent. Et donc, quand vous arrivez sur le terrain, là où on distribue les tricots, toi, tu vends tes tricots. Comment tu fais? C'est compliqué. Maintenant, ensuite, il y a la puissance de l'administration. La puissance de l'administration, c'est que nous sommes dans un pays où, quand tu es dans l'administration, tu veux où? Tu veux pas où? Quand on dit campagne, là, il faut aller. Tu veux aller, ouais. Voilà, c'est la puissance. Or, qui entretient nos villages? C'est les gens qui sont dans l'administration. Donc, quand celui qui achète les cahiers, celui qui achète les bics, celui qui envoie l'argent quand on est malade, là, quand il revient, il vient dire qu'il faut voter telle personne. Là, comment ça tu fais? Toi, pendant que temps tu arrives, on dit que l'enfant est malade, tu n'as même pas les ressources pour l'aider. Donc, la puissance de l'administration, qu'elle soit militaire, civile, l'ensemble, c'est des milliers de personnes on a beau dire que l'administration togolaise, c'est peut-être 33 000 personnes, mais quand vous multipliez, c'est des millions de personnes qui vivent de cette puissance-là. Et l'opposition est complètement à côté de ça. C'est le deuxième élément. Le troisième élément, et comme vous voyez, je ne parle toujours pas encore du code électoral. Oui. Je parle de tous les éléments périphériques. Le troisième élément, c'est que nous-mêmes, j'en parlais tout à l'heure, nous n'avons pas des agents électoraux qui soient suffisamment fiables pour nous défendre. Vous mettez des gens dans les bureaux de vote. Vous arrivez, on fait des dépouillements. Je vais parler du net seulement. Je vais pas parler de... On dit net 0 alors que vous avez quelqu'un là-bas. Donc ça veut dire que lui-même, il n'a pas voté pour vous. Mais c'est un problème. Parce que pendant que nos amis d'en face, le parti au pouvoir, eux, ils font, comme vous le voyez maintenant, tous les week-ends, ils sont sur le terrain, ils forment les gens. Pendant ce temps-là, nous sommes en train de dire à l'homme que les conditions ne sont pas réunies. Au dernier moment, on va se lever pour dire, bon, maintenant on est prêt à y aller. Vous prenez des gens, souvent même c'est des gens du parti de l'autre côté déguisés. Vous les mettez dans le bureau de vote. Vous rentrez là-bas, vous dites, toi là, tu représentes quel parti? Le gars dit net. Net là, c'est quoi la définition? Il te dit, oh. C'est qui le candidat du net? Il se dit, oh. Mais parce qu'en réalité, vous ne l'avez pas préparé avant. Et donc ça, c'est des faibles structurels de l'opposition. Ouais. Si nous n'arrivons pas, je ne dis pas que tout est perdu, hein, mais nous essayons de faire la mesure de nos possibilités. Si nous n'arrivons pas à régler ces problèmes-là, oui, ça veut dire que les conditions, malgré un code électoral qui n'est pas si perfectible que ça, les conditions ne seront jamais réunies parce que nous ne serons jamais au même niveau de préparation que le parti au pouvoir. Mais si je suis le développement que vous venez de faire, ça veut dire
que le pouvoir gagne, mais dans la transparence. Non, non. Vous savez, les élections, c'est comme quand vous êtes en classe au CP1, CP2. Si vous pouvez tricher sans qu'on vous arrête, mais vous trichez. C'est ça qui se passe. Si les gens peuvent tricher sans qu'on les arrête. Parce que je vous ai dit, l'une des innovations majeures, nous en discutions tout récemment même avec les représentants de la CEDEAO, l'une des innovations majeures du système électoral au Togo, c'est que chaque candidat, qu'il soit la CENI ou non, a le droit de mettre un représentant dans chaque bureau de vote qui est destinataire des PV. Donc ça veut dire que si tout le monde joue son boulot, ben, normalement quand vous avez mis quelqu'un, c'est pour qu'il vous défende. Et donc vous ne pouvez pas après venir vous dire qu'on vous a dribblé. Parce que si vous récupérez les PV, vous faites la compilation parallèle et on proclame des résultats qui sont différents de ce que vous avez au niveau de votre proclamation. Vous dites, bah écoutez les gars, il y a un problème. Et là, vous pouvez faire recours motivé. Pourquoi est-ce que nous avons des problèmes depuis longtemps? C'est que nous ne faisons pas des recours motivés. On ne fait pas des recours. On l'a fait lors des élections locales. Vous avez vu qu'on a repris des élections dans beaucoup de circonscriptions. Parce qu'il y avait des recours motivés qui montraient qu'il y avait des irrégularités. Mais ici, on dit que non, on a gagné. Comment vous avez gagné? On dit, nous, on sait qu'on a gagné parce que Ford ne peut jamais gagner au Togo, parce qu'il ne peut jamais. Mais ça ne suffit pas. Donc, le gros problème, c'est que si nous avons des représentants dans les bureaux de vote qui sont supposés nous défendre, et si nous faisons en sorte que nous travaillons sur leur formation citoyenne et politique, normalement, ils doivent nous défendre. Parce que, après, quand on a fini en face, le Togolais veut vraiment que les choses changent. Mais s'il a l'impression que, vous savez, les électeurs, ils votent pour la personne qui donne l'impression qu'il va gagner. C'est du mimétisme. On est un électeur, c'est du mimétisme. On vote pour celui qui donne l'impression qu'il va gagner parce qu'on n'a pas envie d'aller perdre notre voix. Donc si les gens voient sur le terrain que, ben, écoutez, ces partis de l'opposition-là, ils ne donnent pas l'impression, ils ne rassurent pas, ben, ils vont soit ne pas aller voter, c'est ce qu'on a vu, 50%, je vous l'ai dit, 50% des Togolais ne sont pas allés voter pendant les locales. Mais si nous donnons la preuve que nous sommes suffisamment organisés, c'est pour ça que je vous dis, les élections à 2 tours est une chance. Parce qu'autrefois, on disait à l'électeur, c'est un coup au bam. Donc, tu votes pour celui qui doit gagner. Aujourd'hui, on dit aux gens, votez pour le parti de votre cœur au premier tour. Au deuxième tour, vous votez pour le parti utile. Et c'est ça qui va laisser une grande révolution parce que au moins maintenant on va dire aux gens, ben écoutez, vous avez l'habitude de voter tel parti, mais vous dites que tel parti vous intéresse, mais souvent vous ne votez pas pour lui en disant qu'il ne va jamais réussir. Votez pour lui au premier tour, au deuxième tour, ben, vous verrez, vous allez voter pour le parti de votre cœur. C'est ça la nouveauté. Alors dans les conditions qu'évoquent les gens en parlant du code électoral et tout, il y a par exemple la question très cruciale de la Cour constitutionnelle qui est actuellement en train d'être recomposée, même si elle va souffrir un peu du manque des 2 membres qui doivent venir du Sénat. On a comme l'impression que ce qui se fait là, c'est pas ce que les gens auraient voulu. Nous sommes en train de faire une Cour constitutionnelle sur la proposition de M. Fall. Ben, on a dit 2 Sénat, 2 Assemblée nationale, 2 présidents, 1 magistrat, 1 avocat, 1 professeur de droit. Maintenant, est-ce que... Mais c'est un peu comme, par exemple, au Parlement, vous avez pris les mêmes pour recommencer. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. La question, est-ce qu'on voulait un changement de personne ou on voulait un changement de composition? Parce que si vous demandez, par exemple, aux enseignants de droit de proposer quelqu'un, je prends l'exemple de M. Nam, il est enseignant de droit, mais les enseignants de droit sont libres de choisir Monsieur Nam, qui était déjà à la Cour constitutionnelle. Vous demandez à l'Assemblée nationale de choisir 2 personnes. L'Assemblée nationale est dominée par le parti au pouvoir. Ben, les 2 qui vont venir au truc viendront du choix du parti majoritaire. Et aujourd'hui, il se trouve que les 2 qu'on a choisis, ben, à l'Assemblée nationale, ces 2 personnes-là, nous, on n'a pas de candidat, donc nous sommes allés dans le sens de la meute. Ces 2 personnes-là était déjà là à la Cour constitutionnelle. Donc, du coup, moi, j'ai toujours dit que ce qui est le plus important, c'est la CENI. Parce que la CENI proclame des résultats qui sont après entérinés. Le recours se fait, certes, à la Cour constitutionnelle, mais sur la base des résultats proclamés par la CENI. Donc, du coup, là où la chose se joue, c'est pas la Cour constitutionnelle, mais c'est la CENI. Parce qu'on fait des recours sur la base des résultats de la CENI. Si vous dites, vous voulez recomposer la Cour constitutionnelle, ben, là, moi, j'ai bien peur qu'on trouve une Cour constitutionnelle. Mais Dieu merci, je peux vous rassurer que les 3 personnes choisies par les magistrats, les avocats et les enseignants sont des personnes nouvelles. Donc, minimum, on aura déjà 3 personnes nouvelles. Il y a 2 personnes que le président nomme. On ne sait pas qui sont. C'est vrai qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a 2 anciens qui ont été là. Donc, on peut se dire que pour le moment, nous avons 3 sur les 7 qui sont nouveaux. On peut éventuellement avoir 2 personnes aussi au niveau du choix du président qui peuvent être nouveaux, j'en sais rien du tout. Mais est-ce que en mettant 2 nouvelles personnes à la Cour constitutionnelle, vous avez une certitude de
de changer son mode de fonctionnement, en précisant une chose, M. Samuel, c'est que depuis que cette cour-là existe, chaque fois qu'elle a été saisie, nous-mêmes, en tant que président de groupe parlementaire, parce que depuis le 8 mai, les présidents de groupe parlementaire peuvent saisir la Cour constitutionnelle. Nous, on l'a saisie, elle nous a donné raison sur l'ensemble des principes qu'on l'a saisie. C'est quand nous restons dans une sorte de fétichisme, où nous pensons que l'autre en face est mauvais parce qu'il est en face. Oui. Que ça ne marche pas. Des partis de l'opposition saisissent la Cour constitutionnelle qui lui a donné raison. Donc voilà, la Cour constitutionnelle c'est sur le principe qu'elle fonctionne. Nous-mêmes, au niveau de l'Assemblée nationale, en début de législature, nous avons modifié notre règlement intérieur. On a été retoqué par la Cour constitutionnelle. Donc pour moi, je n'ai jamais de problème avec la Cour constitutionnelle. Que ce soit l'ancienne composition ou la nouvelle, pour moi, le plus important, là où tout se joue, c'est dans le bureau de vote, chef. C'est là-bas où tout se joue. Si on règle le problème du bureau de vote, le reste là, c'est du détail. Alors finalement, Jerry Tama, est-ce que en tant que candidat, vous vous dites, je vais à un scrutin qui sera juste? Je vais à un scrutin qui sera compliqué, mais qui pourra donner du résultat si l'ensemble des partis de l'opposition commencent à travailler sur le terrain. Sinon, ça va être compliqué. Je suis pragmatique, c'est ce que je dis. Je vais à un scrutin, nous avons un coup de... J'ai un représentant à la CENI qui a voix délibérative. Donc, je ne peux pas commencer à contester le fonctionnement de la CENI si à aucun moment les décisions de la CENI se prennent à l'unanimité. À aucun moment, mon représentant n'a pas décidé, par exemple, de ne pas voter pour un texte. Nous aurons des gens qui seront sur le terrain. Ce que je dis, la clé de 2020, c'est le travail des partis politiques en amont sur le terrain. Bien entendu, nous aurons souhaité avoir plus de ressources, mais nous avons 50% de l'électorat qu'il faut aller chercher. Et cet électorat-là, je ne pense pas que ce soit les pots d'égalité qu'on a sur le terrain qui sont importants, mais cet électorat a besoin de croire à la victoire, d'avoir l'impression que nous sommes arrivés enfin à une période où on peut avoir l'alternance. Mais le vrai travail, c'est nous au niveau de l'opposition. Je suis obligé de dire qu'on ne le fait pas suffisamment, mais peut-être que dans le mois qui arrive, ça va se déclencher. Mais la question des ressources que vous évoquez, il y a aussi cet appui du gouvernement pour la campagne. Et on a l'impression, quand on regarde comment ça se bouscule pour être candidat cette année, si le chef de l'État ou le candidat de l'UNI vient s'y ajouter, nous avons des informations qui est également au niveau de l'opposition, d'autres qui vont s'y ajouter. On peut être autour d'une vingtaine. La cagnotte, ça va être très bas. Très bas. De toute façon, vous savez, en 2015, on n'était que 5. Ça faisait 112 millions. 112 millions, ça représentait ce que... Rien non plus. Oui, mais ça représentait ce qu'un parti, le parti pouvait investir dans une préfecture. Disons la vérité. C'est-à-dire que, sur le fond, on pourrait même donner les 500 millions, puisque le plafond des dépenses est 500 millions. On pourrait donner les 500 millions à un candidat, que de vous à moi, ça ne fera rien par rapport à la machine que nous avons en face. La vérité aujourd'hui, c'est que si vous voulez mettre que l'argent pour mettre devant, vous n'avez aucune chance. En face, c'est un vrai bulldozer. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de parler un langage de vérité. Parce que les Togolais commencent à être fatigués de ce qu'on leur donne à chaque élection. C'est vrai, on vient leur donner, on disparaît. Maintenant, comme je le dis, c'est pouvoir rassurer les gens. Qui sachent qu'ils peuvent compter sur vous. Qui n'aient pas l'impression que vous venez les voir qu'à la veille des élections, après vous disparaissez aussi comme d'autres personnes. C'est tout, il faut faire un travail sur le long terme. Sinon, même si on n'était que 5, en 2015, on n'était que 5, c'était 600 millions. Honnêtement, moi j'ai eu 12 millions, sans oublier qu'il faut défalquer les 1 million de la caution. Aujourd'hui, avec les 500 millions, ben, écoutez, s'il y a 20 personnes, ça fait à peine 25 millions, on va avoir moins. Non, ça ne fera pas 25 millions, ça fera même moins de 20 millions, ça fera autour de 14-15 millions. Donc, ce n'est pas avec ça que vous faites une élection. Jerry Tama, on est arrivé à la fin. Un dernier mot à ceux qui vous regardent là. Non, moi j'ai 2 choses seulement à dire. Je dis, il est temps qu'on ait un président de notre génération. De notre génération, nous avons besoin aussi d'avoir quelqu'un qui nous représente, qui représente nos difficultés, nos problèmes quotidiens, les problèmes d'emploi, les problèmes de santé, les problèmes d'électricité, ainsi de suite. La deuxième chose que je dis aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas qu'on se dise que l'élection ne va pas pouvoir donner l'alternance. Il faut que le 22, que tous les Togolais aillent, que si c'est pour le net, ce serait une bonne chose, mais si ce n'est pas le net, que tous les Togolais aillent voter, parce que c'est uniquement le seul moyen que nous, en tant que Togolais, nous sommes donnés pour réaliser l'alternance. Donc il faudra aller voter dans la paix, la concorde et la cohésion nationale. Jerry Tama, merci d'être passé candidat à la présidentielle de 2020. Nous allons marquer la pause. Et puis après, je me retrouverai avec 3 invités pour Regard croisé.